Merci, merci. Bonjour. Bonjour. Salut. Ouh, ça va bien? Ouh, Grosse merci, ambiance. ouais. Ça va? Ouais, yes. Merci d'être là. Est-ce qu'il y a de la parité dans la salle? Est-ce qu'il y a des hommes? Ok. Bah, On est bien une conférence sur les femmes et YouTube, ça fait plaisir. Allez-y les filles. Ouais. Merci à tous d'être là. Donc aujourd'hui, on est là pour parler du fait d'être une femme sur YouTube. Moi, je m'appelle Amélie Van Verbeek. Je fais partie de l'association Les Internets. Notre but, c'est de promouvoir les femmes sur YouTube qui parlent de tous les sujets. Et du coup, je vais un peu modérer cette session. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Alors moi je m'appelle Lisa Miquet, je suis co-réalisatrice du documentaire qui s'appelle YouTube, elles prennent la parole, qui est diffusé sur YouTube et qui questionne justement ce que c'est d'être une femme sur YouTube en 2018. Moi, je m'appelle Carolina, de la chaîne La Carologie. J'ai commencé ma chaîne il y a 3 ans maintenant. Et je partage juste mes réflexions personnelles, mes modes de vie différents, mes démarches minimalistes, mais aussi mes réflexions autour de tous les sujets qui m'intéressent, c'est-à-dire des sujets de société, des sujets qui concernent plus le monde intérieur, les relations, le couple et tout ça. Enfin bref, un peu de tout. Bonjour, je m'appelle Juliette Tresanini, j'ai une chaîne YouTube, merci Lola, une chaîne YouTube qui porte mon nom, dans laquelle je fais beaucoup de fiction, de courts-métrages, mais avec des sujets de société assez forts et engagés. Et j'ai une autre chaîne qui s'appelle Parlons peu mais parlons, avec Maud Bettina Marie, où on traite de la sexualité de manière décomplexée, et pas que de sexualité, on parle aussi de la femme, des relations, des couples, etc., de manière décomplexée et avec un peu de lol. Voilà. C'est à moi du coup. Bonjour à tous, je m'appelle Lola Dubini. J'ai une chaîne qui porte mon nom, Lola Dubini du coup. Et j'ai fait partie de plusieurs collectifs. Un collectif musical qui s'appelle Cover Garden et un collectif féminin qui s'appelle Rose Carpet, où on parle de beauté. Et j'étais le quota beauf de la beauté, puisque je fais pas de beauté sur ma chaîne, je fais de la musique principalement, et tout en essayant de rire. Voilà. Et ça fait 3 ans que j'ai lancé ma chaîne, comme Caro. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va parler donc d'être une femme sur YouTube. Question naïve et innocente. Lisa, toi qui as réalisé le documentaire, est-ce que c'est plus difficile d'être une femme qu'un homme sur YouTube en 2018 ? Alors oui, Merci à tous. Voilà, on peut tous rentrer. Oui, on a interviewé une dizaine de vidéastes et créatrices et on s'est rendu compte qu'effectivement, ça semblait être plus difficile d'être une femme sur YouTube, mais pas seulement sur YouTube en fait. Ça semblait être difficile d'être une femme encore aujourd'hui. Et YouTube, c'est juste une sorte de miroir grossissant de notre société. Et du coup, ça met en avant certains dysfonctionnements, mais qui sont encore plus amplifiés, puisqu'avec l'exposition et les commentaires, on les remarque encore plus. Je pense que les filles peuvent en témoigner. Ouais, totalement. Oui. On en parlait juste avant. Enfin, excuse-moi. Non. On en parlait tout à l'heure que sur YouTube, en fait, on voit très clairement des choses qu'on pourrait voir dans la vraie vie, mais en fait, il y a 2 poids, 2 mesures. Par exemple, dans la vraie vie, quand on va parler d'un sujet qui pourrait justement pousser les personnes à avoir des réactions sexistes, misogynes, etc., on n'aura peut-être pas des réactions aussi virulentes, mais vu que c'est des réactions à chaud, des réactions face à face, c'est très douloureux. Par contre, sur YouTube, on n'a pas ces réactions directes en fait par rapport à un récit qu'on peut raconter qui nous est douloureux. Et la différence, c'est que bon, il n'y a pas ça, mais en attendant, les gens sont beaucoup plus virulents, beaucoup plus trash, enfin beaucoup. Dans la vraie vie aussi, mais c'est beaucoup plus courant de voir justement des personnes qui menacent ouvertement de viol, de mort, de nous faire du mal, de nous faire ci. Enfin, et ça, c'est vraiment très difficile à vivre quand, à partir, je pense, d'un certain stade où on se reçoit ça tous les jours, où on se reçoit ça aussi sous des vidéos dans lesquelles on parle de sujets qui nous touchent, qui nous est important. Et puis voir ça, c'est vrai que des fois, ça rend le travail un peu plus dur, je pense. Mais ça, c'est même au-delà des commentaires, c'est même juste se lancer au début. Il y a plein de femmes qui ont peur de se lancer ou qui n'ont même pas l'idée de se lancer parce que, en fait, juste on nous apprend moins à le faire. On met plus souvent en avant les hommes, on les éduque plus à prendre la parole, à se mettre sur le devant de la scène. Et en tant que femme, on attend plus de nous qu'on soit douce et gentille et conciliante et moins sur le devant de la scène. Et du coup, même juste dès le début, on avait pu remarquer en réalisant le documentaire que certaines femmes avaient eu beaucoup de mal à se lancer, même avant même de recevoir des commentaires. Et vous, est-ce que vous avez eu du mal à vous lancer au début ? Alors, moi,
je me suis pas posé la question. C'est-à-dire que vraiment, je me voyais pas en tant que femme. Je me vis pas en tant que femme. Je me vis en tant qu'être humain. Donc j'ai été un peu préservée jusqu'à très récemment, parce que j'ai eu vraiment une déception récente. Mais j'ai été un peu préservée de ce côté sexiste. Voilà, on me l'a renvoyé maintenant parce que je parle de sexualité sur une chaîne, et là c'est vraiment extrêmement violent. Mais avant ça, je me disais, bah non, mais moi je me vis pas comme une femme. Je vais faire des vidéos non genrées. Je vais parler de sujets de société. Moi, je suis comédienne, donc j'avais absolument envie de faire de la fiction, voilà, et de réaliser. Je me disais pas, tiens, on est un collectif féminin. Après, effectivement, c'est plus compliqué. Et notamment, ce que j'ai pu observer, c'est que c'est aussi plus compliqué de monter vite en nombre de vues ou en nombre d'abonnés. Parce que j'ai l'impression que les hommes vont moins facilement s'abonner à une chaîne de filles. Alors que nous, on va pas regarder le genre du youtubeur. Si on aime son contenu, que ce soit une femme ou un homme, on va tous s'abonner. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu plus laborieux de monter haut et vite. Moi, je trouve, c'est pareil un peu que Juliette. Je me suis pas posé la question de tiens, je suis une fille, est-ce que je suis capable de faire une chaîne? C'était plus, ça s'est présenté à moi, donc je l'ai fait. Et je crois que c'est la bonne manière, parce qu'on nous demande souvent si vous deviez conseiller à des filles ou des garçons de se lancer sur YouTube, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais juste, si tu as une passion et que tu as envie de la faire partager, vas-y. Et le genre ne rentre pas du tout en compte, quoi. Et moi, c'est en faisant le documentaire Elles en parlent, et je pense que tu peux en témoigner. Elles m'ont posé des questions sur le fait d'être une femme sur YouTube, et j'arrêtais pas de dire ah ouais, bah non, moi ça va. Enfin, je veux dire, pas du tout, j'ai jamais senti ça. Puis après, en fait, en discutant, je me suis rendu compte qu'en faisant de la musique sur YouTube, déjà, j'étais la seule fille à faire et à parler de musique, sur YouTube. Et après, j'ai regardé chez mes homologues masculins s'il y avait d'autres garçons qui faisaient de la musique sur YouTube, s'ils faisaient des covers sur YouTube. Et je me suis rendu compte qu'il y avait PV Nova, un créateur musical aussi. En regardant son contenu est très particulier, très ciblé, très spécifique. Moi, c'était beaucoup plus général. Et on a comparé tous les deux nos stats, parce qu'on avait à peu près le même nombre d'abonnés. Et en fait, on a vu que lui, les hommes s'abonnaient à lui, mais qu'il avait très peu de femmes, et que moi, j'avais toutes les femmes. Donc vraiment, et c'est là où je dis que être une femme, c'est plus compliqué, c'est que je pense que dès qu'on est une femme qui aborde un thème ou un sujet très précis, très spécifique, avec des termes qui pourraient amener de la spécificité, c'est plus compliqué. Et donc c'est là où j'ai été confrontée à cette difficulté, ouais. Mais du coup, c'est plutôt une chose positive finalement que vous n'ayez pas eu ce blocage au début. On a dans l'association, du coup, on travaille avec d'autres youtubeuses qui, elles, ont eu cette question de légitimité et qui ont même des fois juste pas osé se lancer sur le sujet qui les intéressait parce qu'elles pensaient qu'elles n'étaient pas légitimes à prendre la parole. Et ça, en l'occurrence, c'est un problème. Oui, dans le documentaire, on l'a vu, il y avait un exemple qui était assez frappant. C'est une youtubeuse qui s'appelle Esther et qui, dans la vie, est astrophysicienne. Et voulait faire une chaîne de vulgarisation scientifique et pensait qu'elle n'était pas assez légitime et qu'elle avait peut-être pas assez de connaissances pour ouvrir une chaîne sur le sujet, alors que quand même avoir un doctorat en astrophysique, je pense que c'est suffisant. Mais en fait, on nous remet tellement souvent en question qu'elle n'avait pas assez confiance en elle, et c'est ça qu'il faut réussir à surmonter. Moi, ça me fait penser personnellement par rapport à leurs deux récits, je me reconnais pas trop parce que quand j'ai commencé à découvrir le monde de YouTube, je devais avoir 12-13 ans. C'était les tout débuts d'Enjoy Phoenix. Et à cette époque-là, toutes les filles qui faisaient du contenu sur Internet faisaient de la beauté. Ce qui n'est pas un mal, hein. C'est ok. C'est juste que du coup, quand on est une pré-ado ou une ado et que les modèles que l'on a sur Internet, c'est que des filles qui font de la beauté et que nous, on a envie de faire autre chose, mais on a envie quand même d'être sur Internet, forcément, il y a ce questionnement de se dire, mais moi, je ne veux pas faire de la beauté, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Et personnellement, c'est un questionnement qui, moi, m'a taraudé l'esprit, mais pendant des années, qui a fait que pendant très longtemps, en fait, je faisais rien. J'avais envie de faire des choses, mais je faisais rien parce que je me disais, il faut que je fasse de la beauté, mais en même temps, la beauté, c'était pas mon truc. Enfin, c'était pas moi, quoi. Et puis, en fait, il y a eu un jour où, à nouveau, c'était en lien avec les questions de féminité, où, je sais pas, j'ai eu envie de m'exprimer à fond. C'était par rapport à un tag qu'il y avait à l'époque qui s'appelait ce que je pense des youtubeuses. Et puis, en fait, c'était un tag juste pour se tailler entre nous, quoi. Ça m'avait révoltée et c'est là où je me suis dit vas-y, je vais faire quelque chose. Et je me suis pas posé la question après de est-ce que ça va intéresser les garçons ou pas. Je me suis juste dit là c'est trop, il faut faire quelque chose. Mais ça a duré longtemps, quoi.
La question de l'intersectionnalité aussi, elle est assez présente. Là aujourd'hui, on n'a pas de personnes racisées avec nous, mais c'est difficile aussi pour elles de se lancer, notamment de par les rôles modèles. Et dans le documentaire, c'est très bien expliqué avec La Ringarde, qui est du coup une youtubeuse noire qui parle de pop culture et qui s'est lancée en nous expliquant d'ailleurs que du coup, elle n'avait pas de rôle modèle en fait. Elle a été son propre rôle modèle et elle a dû passer par là pour lancer le contenu qui l'intéressait. Et ça, j'ai l'impression que c'est pas qu'en France, parce que du coup, dans notre métier, on est amené à rencontrer beaucoup de youtubeurs du monde entier. Et une fois, je suis partie à Berlin et j'ai rencontré une youtubeuse italienne, oui, c'est cosmopolite, il y en a, voilà. Et cette youtubeuse-là faisait du make-up et elle est noire. Et elle me dit, elle s'est mise un peu à pleurer. Et c'est pour des raisons ça m'a fait trop de peine. Elle me dit en fait en Italie, il y a une mentalité qui est très différente de la France. Et c'est là où j'ai voulu essayer de comprendre, mais je pense que tant qu'on le vit pas, on peut pas comprendre. Elle, en tant que youtubeuse noire en Italie, elle n'avait que des commentaires négatifs sur sa chaîne, que des pouces vers le bas, parce qu'elle était noire. Et c'était la seule raison. Alors elle fait des make-up de ouf. On jugeait pas pour son contenu, mais pour sa couleur de peau. Et je crois que en France, on est dans un sens quand même un peu chanceux, puisqu'on est quand même dans une culture cosmopolite et que nos modèles et que les gens qu'on voit à la télé, les gens qu'on voit dans les films sont de plusieurs nationalités, sont de nationalités françaises, mais de plusieurs origines, ont des origines différentes. Donc voilà, je voulais juste le soulever parce que je trouve ça intéressant de voir qu'à l'international, les mêmes questions se posent, quoi. Mais c'est vrai que pour se lancer sur YouTube, eh bien, souvent, on va s'identifier à des gens qu'on a déjà vus et qui nous ressemblent. Et La Ringarde l'expliquait dans le documentaire et elle nous disait, en fait, moi, des femmes noires qui parlent de société sur YouTube, il n'y en a pas. Et donc, du coup, j'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer et de me dire que c'était possible parce que juste, s'il n'y a personne qui nous ressemble, on ne peut même pas avoir l'idée de se dire, ah oui, c'est vrai, moi, je peux faire ça aussi. Et du coup, c'est un vrai problème et il ne faut pas l'oublier. Bon, maintenant qu'on est lancé, on est sur YouTube, on a sorti notre première vidéo. C'est encore difficile. Il y a toujours des choses, de toute façon, quand on est une femme, qui viennent nous embêter plus que lorsqu'on est un homme. En l'occurrence, par exemple, les commentaires négatifs dont tu parlais, Caro. Est-ce que sur ta chaîne, c'est un problème d'en avoir régulièrement par rapport à ce que les hommes pourraient rencontrer ou... Tu peux juste répéter la fin? J'ai pas très bien entendu. Par rapport à ce que tu crées sur ta chaîne, à ton contenu, est-ce que les commentaires négatifs, ça t'impacte? Alors personnellement, c'est vrai que vu que ça faisait très longtemps que je suivais du monde sur Internet, je savais déjà à quoi m'attendre. Je savais que j'allais me recevoir un certain type de commentaires parce que je voyais un peu ce que d'autres gens se prenaient dans la tronche littéralement. Et j'avais déjà une forme de recul par rapport à ça. C'est-à-dire que je savais très bien que c'était le reflet de ce que eux pensaient, de leur propre... problème intérieur, bref, peu importe, mais je savais que c'était pas de moi qu'il s'agissait si on m'insultait. Par contre, selon, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon le sujet abordé et selon l'importance que ça a émotionnellement pour moi, c'est vrai que ça peut parfois être très décourageant de lire des trucs complètement horribles, hyper violents. Je sais pas si je peux le dire comme ça là sur scène. Moi, j'allais te demander parce que je trouve que c'est super intéressant, parce que je sais pas si vous êtes familier à YouTube et aux commentaires qui peuvent se trouver sur YouTube, parce qu'autant on peut avoir des commentaires sur notre contenu, le fond, j'entends tu chantes mal ou la vidéo est mal tournée. Ok, super, voilà. Et autant on peut avoir des commentaires très ciblés sur le physique, ciblés sur la considération qu'on peut avoir de la femme, ciblés sur plein de trucs. Et j'aurais aimé que peut-être chacune, on vous donne des exemples de commentaires qu'on a pu lire sur nos chaînes ou sur nos collectifs, juste pour que vous fassiez une idée. Je trouve peut-être que c'est intéressant, c'est peut-être un peu violent, mais intéressant. C'est même très violent. Voilà. Moi, j'ai eu un retourne dans ta cuisine. Ce à quoi j'ai répondu quand même, si tu savais comment je cuisinais, je pense que tu me demanderais pas ça, parce que... Non, j'ai eu ça, puis il y a évidemment les insultes. Le mot pute revient de temps en temps. Bon. Yes. Justement, pour revenir à ta question, c'est que, en fait, personnellement, heureusement que j'ai ce recul-là, parce que je m'empêche pas du coup de parler de certaines choses. Mais je sais que s'il y a des sujets que j'aborde, je sais
je sais que je vais m'en prendre plein la gueule. Je sais qu'on va m'attaquer sur ce truc-là. Déjà, en temps normal, même quand on ne parle pas de corps, d'aspect physique, de sexualité ou de relations, qui sont des sujets que j'aime beaucoup aborder, mais parfois je ne parle pas du tout de ça. Je peux parler de, je sais pas moi, des livres que j'aime, je peux parler d'une lutte sociale en particulier. Systématiquement, mais ça c'est vraiment systématiquement, la plupart des commentaires que je reçois négatifs, c'est sur ma capacité d'être baisable ou pas, littéralement. Ah yes. C'est ouais, enfin désolé pour les termes crus, mais c'est vraiment ce qu'on se reçoit. C'est t'as une bouche de nanana, mais tes seins ils sont pas assez nanana, mais avec tes yeux tu me ferais flipper si je te faisais ça, des trucs comme ça. Et systématiquement c'est autour de qu'est-ce qu'on pourrait me faire d'un point de vue sexuel. Et dès que j'apporte justement des thématiques sexuelles, c'est-à-dire que je peux parler de rapport au corps, je peux parler de relations, par exemple sur ma chaîne je parle de relations libres, de relations polyamoureuses, etc. Mais alors là, le slut-shaming le plus violent qu'on ait jamais vu, quoi, genre c'est en fait, t'es juste une salope qui s'assume pas. Non, tu veux justifier le fait que t'es une salope. En fait, t'es une salope qui s'assume pas. Si je te vois dans la rue, je vais te violer. Des trucs comme ça, vraiment qui sont hyper horribles. Et je comprends du coup que ça fait que certaines femmes n'osent pas parler. Et non seulement de parler de ce genre de sujet, mais parler de leur propre expérience aussi. Parce que quand on a envie de dénoncer certaines choses qui nous arrivent, quand on a envie de dire, bah voilà, je me suis fait agresser, voilà, je me suis fait harceler, voilà, il s'est passé telle et telle chose dans la vraie vie, et qu'on sait qu'en fait, sur YouTube, il va se passer la même chose que dans la vraie vie, c'est-à-dire des personnes qui vont nous dire qu'on l'a mérité, qu'en fait, c'est bien fait pour nous, qu'on l'a bien cherché et tout ça, c'est normal que certaines personnes, parfois, s'abstiennent de parler, et je trouve ça très triste. Et c'est justement dans ça que je veux pas tomber. Je veux continuer de parler et de faire mon truc, et de montrer aux gens qu'en fait, ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent, ils vont pas nous faire taire en fait. Ouais. Alors il y a des solutions, enfin nous on met des modérateurs, on met des mots interdits, c'est-à-dire que nous on veut que, avec Maud notamment, parce que sur ma chaîne perso je suis un peu préservée, mais sur l'autre chaîne on met une liste de mots qu'on n'a pas envie de voir et directement les commentaires vont dans non désirables et on les regarde pas et on les voit pas et parce que nous on veut une communauté de gens bienveillantes et on n'a pas envie de s'abîmer en lisant ce genre de commentaires, donc ça dégage quoi. Et moi, il y a juste un truc sur lequel j'aimerais bien rebondir par rapport aux commentaires. C'est que moi, sur ma chaîne, je reçois pas de commentaires de t'es une salope ou des commentaires vraiment immondes. Mais par contre, on me ramène toujours à mon physique. Parce que, en tout cas, moi, en tant que modèle, en modèle, je n'ai jamais eu de modèle qui faisait partie de mon format. J'entends d'être un peu plus ronde, d'être blonde un peu plus ronde et de s'assumer. J'en ai jamais vraiment trouvé à la télé, j'en ai jamais trouvé à la radio, dans les séries, etc. Donc j'ai pas vraiment eu de modèle à part mes sœurs et à part mes parents quoi. Voilà, c'était les seuls modèles que j'avais. Et arriver sur YouTube avec mon physique, moi c'est tous les commentaires négatifs que j'ai sont sur mon physique et on me ramène au fait que je n'ai pas une beauté standard, voire pas de beauté du tout, puisque je ne suis pas un standard. Typiquement, moi pour vous donner des exemples de commentaires que j'ai pu avoir, c'est bien, elle chante bien, mais elle est grosse. Yes. J'ai fait une vidéo sur le harcèlement scolaire parce que j'ai été harcelée scolairement quand j'étais plus jeune. C'était tu m'étonnes vu ta gueule que t'as été harcelée, vu ton poids, évidemment que t'as été harcelée. Sur toutes mes vidéos, on me ramène à mon poids. Ou là, j'ai fait une vidéo sur mes râteaux, c'était évidemment que t'as pas de mec tellement t'es grosse. Que des commentaires comme ça. Et en fait, il faut arriver en tant que meuf aussi à se dire que si on correspond pas à un standard physique, à dépasser ça, puisque moi je suis très sûre de mon contenu. Je dis pas que ce que je fais c'est génial et que ça va révolutionner YouTube, pas du tout. Je dis juste que moi je suis très en phase avec ce que je fais et ce que je propose. C'est pour ça que les commentaires sur mon physique ne m'atteignent plus. Et puisque d'autres filles qui me regardent peuvent en moi trouver des similitudes, et ben je me dis que je peux des fois servir à quelque chose et ça m'apporte cette satisfaction-là. Voilà. Tu les inspires en fait. Je sais pas, je détesterais dire ça de moi, mais en tout cas, les commentaires que je reçois là-dessus sont ça fait du bien en fait de voir une meuf qui a du poids en plus ou qui a du poids en fait, et puis qui vit et qui s'en fout quoi. C'est jamais un sujet dans mes vidéos, le physique, c'est jamais un sujet. Sauf que moi, on me ramène constamment au fait que je ne corresponds pas à une beauté standard. Dans la rue, je me fais traiter de grosse aussi. Hein. C'est pour dire à quel point les gens sont idiots sur Internet. Parce qu'ils n'ont pas d'identité, mais dans la vraie vie, on me le ramène aussi. Donc en vrai, on a encore du chemin à faire sur l'image qu'on a de la femme, et sur, je parle dans la société en général, sur l'image qu'on a de la femme, et sur les standards de beauté, quoi. C'est un vrai délire, et sur YouTube, c'est décuplé. Mais je rebondis sur ce que tu dis, Lola, parce que souvent, les hommes, on les écoute, alors que les femmes, on les regarde.
Et il y a une vraie différence. Et je pense que YouTube est assez symptomatique de ça. Parce qu'il y a récemment, il y a une youtubeuse qui s'appelle Colline qui a fait une vidéo qui est très intéressante, puisqu'elle elle explique que qu'importe le sujet, elle est toujours ramenée à son physique. Et même parfois, ça peut être des messages qui sont gentils. Il y a beaucoup de gens qui lui disent qu'elle est très belle. Et elle est là, bah, merci, je prends le compliment. Mais quelque part, en fait, ce n'est pas un compliment parce que ce n'est pas le sujet de ma vidéo. Oui, c'est ça. On a envie d'être aussi considéré pour le fond. Ouais. Et c'est une vraie frustration. Enfin, je sais pas vous les filles, mais moi, ça déclenche des vraies frustrations quand je vois ah, son make-up, il est pas ouf sur cette vidéo. Je m'en bats les steaks, en fait. Je ne te parle pas de make-up. Dans ma vidéo, je te parle de comment résister au harcèlement scolaire. On s'en fout de comment on est habillé. C'est pas le sujet. Tu te sens forcément pas écouté en fait quand tu es là, tu as travaillé, tu as lu, tu as passé des heures à préparer ton truc, tu as passé des heures à monter, à tourner, enfin on va faire tout ça. Et puis que le résultat c'est oh mon Dieu, ça me stresse parce que tu as 3 poils entre les sourcils. Genre, mais enfin. Tu peux pas réagir sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai dit, sur ce que. Enfin, dis-moi critique, mais du coup, dis-moi, est-ce que ça t'a plu? Pourquoi ça t'a pas plu? Qu'est-ce que je pourrais changer? Mais non, enfin, ça va être oh là là, t'as les lèvres gercées. Oh là là, mais j'aime pas ton haut, j'aime pas si. Enfin, c'est normal. Enfin, j'ai vu aussi la vidéo de Colline. D'ailleurs, si Colline est par là, on t'envoie un gros bisou. mais j'ai trouvé ça super pertinent parce que même quand c'est positif, ok, c'est cool, mais c'est toujours pas de ça que je parle. Genre, et ça reste subjectif, ça reste que ce soit positif ou négatif. L'avis que les personnes donnent sur nous, ça reste leur avis. Ça veut pas dire que tu m'as dit que j'étais belle, que ah oui, d'accord, je suis belle. Et quelque part, ça donne pas. Quand on a déjà un manque de légitimité et qu'on a l'impression de pas assez maîtriser son sujet pour en parler en public, même quand on a un doctorat en astrophysique, si en plus dans les commentaires les gens ramènent toujours au physique de la vidéaste et non à son contenu, je pense que ça crée un cercle vicieux. Du coup, il y a moins en moins de femmes qui se lancent parce qu'on se dit, bah, si demain je me lance, on va parler de si je suis grosse, si je suis trop ci ou trop ça, et donc du coup ça n'incite pas. Moi, je dirais qu'au-delà, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Mais je dirais qu'au-delà de ça, je pense qu'à terme, ça peut appauvrir le discours de la chaîne en question. C'est puisqu'on nous considère comme par exemple, ça peut pousser des gens à sortir des sentiers battus parce qu'ils disent ah, et ben peut-être que du coup je vais faire une morning routine parce que ça intéresse les gens. Bah en fait peut-être que non, mais puisqu'on nous ramène constamment à cette condition physique, en tout cas pour beaucoup, parce que après, comme tu disais Juliette, tu peux développer. Enfin, ma communauté est très bienveillante, donc j'ai moins cette frustration de contenu. Mais je pense que pour certaines chaînes, quand on nous bastonne sur le fond, sur la forme et pas sur le fond, ben, du coup ça appauvrit le discours évidemment. Après, moi j'aimerais juste rajouter que okay, là on se focalise sur les méchants commentaires et tout ça, mais qu'en réalité ils sont pas du tout représentatifs de toute l'audience. Et malheureusement ça, parce que en fait on a tendance à justement accorder beaucoup d'importance aux pauvres petites imbécile qui nous a dit qu'on était une mal baisée ou je sais pas quoi, ou qu'on était mal coiffé ou que machin truc, alors qu'en fait derrière il y a déjà ce qu'on appelle la majorité silencieuse qui est bien là. Exactement. Et qui apprécie beaucoup notre contenu. D'ailleurs, si vous faites partie de la majorité silencieuse, s'il vous plaît, manifestez-vous de temps en temps, juste un petit sourire, un petit pouce en l'air, un petit truc qui nous permette de nous rappeler qu'en fait il y a aussi d'autres personnes qui nous regardent, parce que des fois, et ça paraît normal, hein, je dis pas que c'est pas bien de se focaliser sur ça, mais parfois c'est plus fort que nous en fait de tiquer dessus, parce que bah, c'est le biais de négativité de l'être humain, quoi. On a tendance un peu à retenir que ce qui est de négatif. Pour oublier un commentaire méchant, il faut plein de commentaires positifs. Mais même dans les commentaires positifs, comme tu disais très justement tout à l'heure, moi je reçois parfois des t'es belle, mais j'ai pas envie d'entendre ça quand j'ai écrit une vidéo pendant des heures. Donc vraiment des commentaires sur le fond, voilà, en fait. C'est ça, sur le sujet, sur m'intéresser. Voilà, ça. exactement. Pas sur le physique, que ce soit positif ou négatif. C'est super gentil, mais en fait, c'est pas le sujet. Exact, ouais, je suis d'accord. Et la question qu'on pourrait peut-être poser, en tout cas qu'on s'est posée en réalisant le documentaire, c'est est-ce que les hommes aussi reçoivent ce type de commentaires ? Alors moi j'ai un truc sur l'âge, parce que j'ai plus de 30 ans, et quand tu passes 30 ans, on te demande toujours ton âge, quand tu es une femme. Donc j'ai demandé à Carlito et McFly s'ils avaient ce genre de commentaires en général, et non. Donc en fait, il y a un truc aussi là-dessus, c'est que j'ai l'impression que passer 30 ans, t'es périmée quand t'es une femme, alors qu'un homme, on lui demande jamais son âge. Jamais. Il y a ce truc avec le vin, tu sais, les hommes, c'est comme le vin, plus ça vieillit, mieux c'est. Non, mais c'est marrant, on te renvoie toujours, j'ai vu telle actrice, virgule, son âge,
virgule. Donc moi, mon agent de comédienne m'a dit ne donnez jamais vos âges parce que du coup ça vous fiche dans un emploi et vous pouvez avoir... Mais arrêtez de poser cette question aux femmes, vous la posez pas aux hommes. Donc à chaque fois, je me pose la question, est-ce qu'on pose la même question à un homme? Et c'est comme ça que je vois si la question est sexiste ou pas. Et c'est surtout si on se balade naturellement dans les commentaires des plus gros youtubeurs que vous pouvez peut-être connaître, Norman, Cyprien, Squeezie, etc. Je parle d'eux parce que c'est un exemple que vous pouvez connaître via 1000 raisons. On remarque souvent que les commentaires négatifs qu'ils ont, eux, sont justement sur le fond. Ta vidéo est nulle, le sujet dont tu parles est pourri, c'est jamais physique, très rarement physique. C'est très rarement... c'est vraiment un autre type de méchant commentaire. Une autre majorité. Et moins sexualisé aussi. Complètement, ouais. Voilà. Du coup, on n'en a pas autour de cette table, mais on va quand même un peu parler des youtubeuses beauté qui malheureusement souffrent du double standard, puisqu'en fait, elles se lancent, donc déjà c'est difficile, et qui derrière, en fait, sont critiquées parce qu'elles sont considérées comme superficielles. C'est compliqué pour elles, du coup, puisqu'elles se lancent, elles ont les mêmes freins que toutes les autres femmes, elles mettent de l'énergie, du temps, elles créent un contenu fantastique, et derrière, on leur dit « Ah oui, mais ton contenu, en fait, c'est girly, donc ça va, quoi. C'est pas très intéressant, finalement. » C'est ça. Du coup, est-ce que vous, dans vos contenus à vous, vous êtes déjà senti pas légitime, finalement, à parler de ça? Alors, pas forcément dire « Vous voulez ouvrir une chaîne make-up parce que, voilà, ce que vous faites, ça correspond pas aux standards habituels féminins, mais est-ce qu'on vous a déjà fait sentir que parce que vous étiez une femme, vous ne devriez pas prendre la parole sur ce sujet-là? Moi, ça me fait penser juste, dernièrement, si vous avez vu la vidéo de Solange te parle, je suis misogyne, elle en parle justement de ça, et c'est quelque chose que j'ai ressenti. Donc, c'est pas par rapport forcément à mon contenu, quoique... Bon, je l'explique et vous verrez. En fait, elle explique dans cette vidéo qu'elle elle s'était mise en tête que pour que sa chaîne ait de la valeur et qu'elle soit importante, il fallait que des hommes s'y intéressent. Et quand elle a parlé de ça, je me suis beaucoup reconnue. Parce que c'est vrai qu'au début de ma chaîne, même si j'ai commencé en parlant de ce fameux tag autour des youtubeuses, c'est vrai que par la suite, les thèmes que j'ai abordés, j'essayais de faire en sorte justement que ça puisse intéresser un maximum d'hommes. Même s'il y avait plein de thèmes qui concernent les femmes dont j'aurais voulu parler, je n'en parlais pas parce que je voulais absolument attirer un public masculin. Et je me rappelle avoir regardé dans mes stats le pourcentage de femmes et d'hommes qu'il y avait. Je crois que j'ai à peu près 3/4 de mon audience qui est féminine et 1/4 masculine. Et je me rappelle avoir été déçue. Et je trouve, maintenant, avec le recul, je trouve ça pas normal d'avoir été déçue. Parce que, en fait, pourquoi je devrais être déçue de voir qu'il y a des femmes qui aiment mon contenu? Ça n'a pas moins de valeur, en fait, si des femmes regardent mon contenu. Ça n'a pas moins de valeur que ce soit une femme qui me dise « ce que tu as fait, c'est bien ». Pourquoi est-ce que j'attendrais le message d'un mec qui a 40 ans et qui est PDG de je sais pas où, qui me dit « ouais, ça c'est bien ». Enfin, ça veut rien dire, en fait. C'est pas parce que c'est lui qui le dit que ça vaut plus. Donc c'est vrai que moi, j'ai ressenti ça à certains moments, mais c'était surtout au début de ma chaîne. Parce qu'après, progressivement, je me suis rendu compte de ce genre de choses. Et maintenant, j'ai plus aucun mal à parler de sujets qu'on pourrait interpréter de girly, parce que c'est pas un problème. C'est pas un problème de parler de trucs de filles. Et d'ailleurs, les trucs de filles peuvent intéresser aussi les garçons et en fait tout le monde, quoi. Ça... Oui, je pense que quand on a une chaîne, on a toutes les trois une chaîne qui porte notre nom. Et à partir du moment où ils portent notre nom, ils portent nos valeurs. Enfin, la chaîne porte nos valeurs, porte tout ce qu'on a envie de transmettre. Moi, en l'occurrence, à la base, je voulais faire de la musique. Et je me suis surpris à faire des morning routines, faire des night routines et tout. Et je me suis dit, je me suis vu me poser la question de, c'est pas du tout le contenu de ma chaîne à la base. Mais en vrai, en fait, ma chaîne, c'est ma vie. Sans filtre, mais vraiment comme une gitane, sans filtre. Sur ma chaîne, si j'ai envie de faire une morning routine et de parler du gel douche que j'utilise, je vais pas me l'interdire parce que c'est mon contenu, ma chaîne, et si mes abonnés me suivent et ont envie de s'y intéresser, ils regarderont. Mais en tout cas, je fais plus de course à ce qui devrait être sur ma chaîne. Je fais vraiment une course à ce que j'ai envie de faire comme contenu, à ce que j'ai envie de créer et aux valeurs que j'ai envie de transmettre, plutôt que de qu'est-ce qui va cliquer, quoi. C'est le jour où je me suis arrêtée, j'ai arrêté de me dire à qui je vais plaire ou que j'ai vraiment augmenté en abonnés. C'est-à-dire que j'ai fait exactement ce que j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de le faire. Ça n'avait pas forcément de cohérence.
On a fait avec Lola, je l'ai invité à une vidéo de self-défense sur ma chaîne. Le lendemain, je faisais un court-métrage voilà, autour de la place de la religion. Enfin, rien à voir, quoi. Et en fait, je pense que les abonnés sont habitués à ça et aiment ce patchwork-là en se disant, tiens, c'est l'humeur de Juliette, elle nous balade et nous, on aime la suivre. Mais à partir du moment où on est recentré, on est sûr de son contenu, on se fait confiance, on se dit, ça, c'est moi. À ce moment-là, à l'instant T, ça se trouve dans un an, je l'assumerai plus. Mais c'est moi et c'est authentique. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Tu peux pas te forcer à rentrer dans les clous pour plaire. Ah, c'est ça qui marche. Non, si c'est pas authentique, si ça vient pas de ton cœur, ça marchera pas. Et les ovnis, ça peut vraiment décoller parce qu'ils sont en cohérence avec eux-mêmes. Moi, il y a juste un truc, je voulais revenir sur ta question un peu initiale. Enfin, en tout cas, les personnes que tu mettais en avant étaient les youtubeuses beauté. Et donc là, effectivement, il n'y en a pas avec nous. Moi, je travaille avec beaucoup de youtubeuses beauté sur une chaîne qui s'appelle Rose Carpet. Du coup, je suis assez familière du sujet et assez familière aussi des commentaires qu'elles peuvent recevoir puisque je fais des vidéos avec elles. Et moi, c'est toujours assez bienveillant. Mais elles peuvent se prendre des « je te souhaite le cancer ». J'en ai lu un. Et c'était pas pour moi, c'était pour elles. C'était marqué. C'est horrible, c'est immonde. Et souvent, et peut-être vous aussi, moi aussi j'ai pu le faire, on aurait pu penser que c'était plus facile de se moquer des youtubeuses beauté parce qu'elles font « Hello les filles, aujourd'hui on va parler d'un produit, hello les filles, machin ». C'est très très girly, donc on peut les caricaturer très facilement. C'est trop facile de faire ça, surtout que pour beaucoup, et nous toutes, on est souvent toutes seules pour faire nos vidéos, et les qualités des vidéos que vous voyez, c'est dû à elles-mêmes et non pas à des mecs ou des nanas qui sont derrière elles. Elles sont chefs d'entreprise comme nous tous, et elles font un contenu d'une qualité incroyable, avec des montages incroyables, et c'est pas parce qu'elles parlent de beauté qu'il faut justement les railler ni caricaturer. Donc voilà, c'était juste à souligner que les youtubeuses beauté ne sont pas des produits marketing plus que nous. C'est juste que on leur donne cette étiquette-là et je trouve ça un peu dur, quoi, même très dur. Mais c'est là où on voit que YouTube, c'est aussi révélateur de la société en général, parce que souvent, ce qui est féminin est déprécié dans la société. Même quand on voit les insultes qu'on peut utiliser, ces trucs de femmelette, de fillette, il n'y a pas l'équivalent masculin. C'est un truc de mec, ça fait un peu classe. Il y a omelette, mais c'est pas la même chose. Non, mais par exemple, une petite fille, admettons, on est dans une société très genrée. Une petite fille qui va être un peu garçon manqué, on va trouver ça cool. Alors qu'un mec un peu efféminé, on va se dire... Ah, souvent, en fait, il y a une différence. Et ce qui est féminin, c'est un petit peu déprécié, et c'est considéré comme moins intéressant et comme superficiel. Et du coup, les youtubeuses beauté, elles incarnent ça totalement, puisque c'est des femmes qui s'exposent, gagnent de l'argent en parlant de make-up, en parlant de sujets qui sont superficiels parfois, certes, et en même temps, quand il y a des vidéastes qui font des vidéos, j'en sais rien, de gaming ou d'autres sujets, c'est pas forcément des sujets qui sont beaucoup plus... je vais m'en mêler là dans cette phrase. Non, mais qui peuvent être aussi vus comme superficiels aussi. Ouais. Et quelque part, je trouve qu'il y a un double standard sur la youtubeuse beauté où quand on regarde les commentaires qu'il y a sur YouTube, on attend des femmes qu'elles soient jolies, qu'elles soient douces, qu'elles soient gentilles, qu'elles parlent de contenu parfois très stéréotypé. Et quand elles le font, on leur reproche. Et donc il y a une sorte de paradoxe qui est un petit peu gênant, je trouve. Parce qu'une femme libre dérange. Et que tu parlais des femmes plus garçons manqués. Moi, je sais que toute ma vie, j'ai été plus garçon manqué. J'aime pas ce terme. Mais je déteste parce que j'ai l'impression d'avoir manqué d'être un mec. Alors, pas du tout. C'est juste que j'aimais bien le foot. T'étais sportive, dégourdie. Alors, sportive, non. Le sport m'a fui longtemps. Mais t'aimais bien le foot. Mais j'aimais bien le foot au goal, quoi. Hein. Je courais pas beaucoup. Non, mais je veux dire, avec mes sœurs, on n'a jamais été des exemples de féminité. Et nous, on nous l'a beaucoup mis dans la tête. On a eu des mecs très tard parce qu'on a... En fait, c'est juste que la féminité chez nous, c'était différent. C'était pas le standard qu'on proposait à base de make-up et tout. C'est juste, c'était une autre voie qui était de se développer en tant qu'humain et de voir après, en fait. De voir ce qui te plaît, de voir machin. Maintenant, moi, je me suis maquillée très tard. J'ai mis des talons très tard. J'ai tout fait très tard. Et c'est pas grave, en fait. C'est juste que quand t'es une meuf et que t'es pas assez féminine, on te le reproche. Et quand t'es un mec et que t'es trop féminin, on te le reproche. Je pense qu'il y a... Tout existe, en fait. Et c'est un peu... Mais tu disais, quand on n'est pas assez féminine, on te le reproche. Mais quand tu l'es trop... Enfin, quand tu l'es féminine, on te le reproche aussi. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça que je dis, comment trouver le juste milieu. Je pense qu'en fait, c'est juste
comme tu le disais tout au début, Juliette, ne plus se considérer. Alors, je veux pas faire. Cette phrase va être compliquée, mais en gros, ne plus se considérer comme un genre, mais plus comme des êtres humains. Sachant que moi, je suis très fière d'être une femme. Je me considère comme féministe, oui, parce que je suis une femme et que je vais pas aller contre mes droits. Ce serait un peu rude pour moi. Donc oui, je suis féministe. Je le prends pas comme une insulte ni comme quoi que ce soit. Je trouve que être féministe parce que t'es une femme, c'est logique. Et il y a des hommes féministes. Et je sais plus où je voulais en venir, mais en tout cas, oui, soyons tous des êtres humains avant d'être un sexe. C'est cool. Ça me fait juste penser à un commentaire que j'ai reçu et qui est venu plusieurs fois, où c'était notamment des hommes qui me disaient « Ah, enfin une chaîne avec une femme qui dit des choses intelligentes !» Alors, Yes. Merci du compliment. Super, parce que du coup, je suis censée le prendre bien, mais tu es en train de dénigrer absolument tout le reste des personnes du genre auquel je m'identifie, et ça me pose problème. Pourquoi est-ce que, je sais pas moi, n'importe quelle youtubeuse beauté qui va parler de rouge à lèvres et de mascara et de fond de teint, ça pourrait pas être du contenu intelligent? Ça pourrait tout être superficiel ce que je raconte. Alors ok, d'accord, je vais parler de réflexion, de pensée, de tout ça, mais ça n'a pas forcément plus de valeur en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait choquée. Je m'en souviens, j'étais là, mais je ne sais pas quoi dire en fait. Je suis complètement, comment on dit, décontenancée par ce genre de commentaires, parce que ça m'a fait vraiment sentir de la peine pour toutes ces femmes qui en fait ont été des inspirations. Parce que j'aimerais le rappeler quand même, les premières meufs à faire du contenu sur YouTube, c'était des meufs qui ont fait de la beauté, et c'est des personnes qui aujourd'hui ont créé leur métier, comme tu le disais, qui sont devenues chefs d'entreprise, qui sont devenues millionnaires par elles-mêmes. Alors je dis pas que c'est le but ultime de devenir millionnaire, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont construites à partir de leur petite chambre d'ado, sans l'aide de personne, en faisant leur montage, leur tournage, en faisant tout elles-mêmes. Donc quand même, je pense que leur cracher dessus, c'est difficile. Et je le dis alors que je leur ai craché dessus auparavant. Mais qui pour beaucoup, d'ailleurs, et je pense, vu qu'on est au royaume des pros, yes, ces filles-là ont souvent créé des marques. C'est-à-dire qu'elles sont chefs d'entreprise de leur chaîne, de leur nom. Elles travaillent pour elles. Mais je pense notamment à Enjoy Phoenix, qui est une de mes copines. Et Enjoy Phoenix a créé sa marque de déco, papeterie, etc. sur un site internet. Elle a employé des gens, elle a des bureaux, respect. Elle est partie toute seule de sa chambre. Et je pense que c'est une de celles qui a été le plus shamée sur YouTube. Trop, et ça rend fière en fait de voir des meufs qui arrivent à faire ça. On se dit que c'est possible. Et qui c'est elles et bien d'autres qui se font shamer, mais comme pas possible, et pourtant qui ont inspiré la grande majorité de nous toutes en fait. De nous toutes, ouais. Parce que, ok, elle faisait de la beauté, ok, moi ça me correspondait pas, mais c'est quand même en voyant ces meufs faire ça que je me suis dit, mais moi aussi j'ai le droit de m'exprimer et je suis capable. Genre je pensais, pour moi perso, je pensais que faire du montage c'était un truc hyper compliqué de mec en lien avec l'informatique et tout. J'avais intériorisé toutes ces choses. Je me disais, mais gérer des commentaires, gérer une vidéo et puis le cadrage, tout ça pour moi c'était un truc très masculin. Puis en fait je me rendais compte, quand j'ai réalisé que ces meufs là elles faisaient tout elles-mêmes et qu'elles ont appris toutes seules, je me suis dit, mais pourquoi pas moi alors? En fait, non, je peux aussi utiliser un ordinateur, un logiciel de montage, je peux aussi savoir cadrer. Bon, après, mes vidéos sont faites très à l'arrache, donc je ne suis pas un bon exemple. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment, je trouve, et à nouveau, je le répète, moi, j'ai été de ces personnes-là qui ont craché dessus parce que j'intériorisais aussi beaucoup de misogynie. Mais maintenant, avec le recul, je me dis que sans elles, franchement, moi et bien d'autres, on n'aurait jamais eu le courage de se lancer. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est de voir à quel point elles sont surreprésentées quand on se balade un petit peu sur YouTube. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas du tout de leur taper dessus parce que, comme on l'a dit, on respecte beaucoup leur boulot, mais c'est de se dire pourquoi, quand il y a des femmes qui prennent la parole sur Internet, la plupart du temps, c'est pour parler de beauté. Parce que moi, dans la vie, quand tu parles à des amis, elles ont plein d'autres sujets aussi, et là, je me dis, ah, il y a quelque chose d'intéressant qui se cache là-dessous. Est-ce que c'est du mimétisme? En fait, les premières femmes qu'on a vues sur YouTube faisaient de la beauté, donc du coup, comme on parlait de rôle modèle, elles ont fait la même chose? Ou est-ce que c'est parce qu'elles ont peur des commentaires qui vont justement... En fait, si on est tout le temps réduite à notre physique, le plus simple, c'est peut-être de parler de beauté, puisque dans tous les cas, visiblement, ça va être le sujet. Et je me pose cette question de pourquoi il y a autant de femmes... Un peu d'espoir, on est de plus en plus à faire autre chose. Ouais. Enfin, là, je veux dire, dans les comédiennes, les nouveaux contenus, les nouvelles chaînes, je pense à ta chaîne, au GG, on a Justine Le Potier, on a vraiment énormément de viviers féminins qui arrivent. Donc, c'est juste de ne pas mettre le tableau tout noir, c'est que je trouve qu'on va vers une féminisation
de YouTube. Alors après, moi, j'ai pas les stats, vous les avez peut-être plus que moi. Ça va doucement, mais ça va sûrement. Et je pense que d'ici 5 ans, on sera au moins 2 fois plus. Ouais. Donc on est de plus en plus nombreuses. Et ça me fait penser ta question au fait que je pense que même avec ce genre d'exemple-là, le dictat social sur le fait de devoir être belle, parce que c'est un peu l'obsession de la plupart des... En tout cas, j'ose espérer plus maintenant, mais en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, je pense que c'était un peu l'obsession de toutes mes copines et de moi aussi, c'est qui va être la plus belle, qui va être le mieux maquillée, qui va avoir les plus beaux cheveux, qui va... Enfin, mais vous ne pensez pas que c'est pas forcément que les femmes? Parce que je pense que les hommes aussi, ils ont cette pression-là d'être le beau gosse, d'avoir des pecs, de pousser à la salle. Il y a un culte du corps, il y a un culte de la performance. Ils ont d'autres injonctions. Je ne dis pas que c'est plus... Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a aussi tout un côté de superficialité avec les réseaux sociaux, sûr, Instagram et tout, des deux côtés aussi. Je pense que c'est aussi une pression, bien sûr, mais je pense qu'elle prend moins de place dans notre crédibilité personnelle pour faire quelque chose. Genre, j'ai l'impression, en tout cas moi j'ai l'intime souvenir que, en fait, si je ressemblais à une certaine chose, on allait plus ou moins me prendre au sérieux. Et je pense pas que enfin je sais pas, mais... Tu crois pas que c'est lié plus, je me fais l'avocat du diable juste 2 secondes, c'est pas ça, mais au métier d'image. C'est-à-dire que Bah, c'est la représentation. avec l'image, on est un peu obligé c'est pareil pour les comédiens. Moi, je fais un peu de télé, je fais du cinéma, etc. J'ai l'impression qu'on a tous une pression. Eux, dès qu'ils perdent leurs cheveux, c'est une catastrophe. Donc, on a tous un peu cette pression-là aussi avec l'image. Et eux, ils doivent correspondre à des codes de virilité bien qui sûr, sont bien aussi sûr. un Qui sont peu tout aussi nuls. nuls. Ouais, mais enfin, moi, je ramène juste le truc au sujet initial, c'est que les gars font pas de conférences sur être un mec sur YouTube. Et tu vois, je pense qu'à partir de ce moment-là, quand on a besoin de créer des événements comme ceci, quand on a besoin de créer une asso comme la vôtre, quand on a besoin de faire des documentaires pour voir qu'il y a des meufs qui sont capables, et enfin, c'est que je pense, c'est pas qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un déséquilibre. C'est que je pense que les garçons se posent des questions évidemment physiques parce que on est humain en fait, et avoir envie de plaire aux gens, ça peut être une des priorités, comme ça ne peut pas l'être. Mais en tout cas, je pense que on a besoin d'événements comme ceux-ci, enfin, en tout cas nous en tant que créateurs, pour montrer que ouais, en tant que meuf, ça peut être plus compliqué, mais que dès qu'on a mis un pied dedans, c'est génial, parce il y a une sororité qui se crée entre nous toutes. Juliette m'a invité plusieurs fois sur la chaîne Parlons peu, parlons cul. J'ai fait des vidéos avec plein d'autres meufs, des youtubeuses beauté. Je fais partie d'un collectif de meufs qui font de la beauté alors que je fais pas de beauté. Je trouve que c'est juste pour ouvrir sur quelque chose de très positif puisque c'est présent. Je sais pas si vous le ressentez de la même manière, mais en tout cas moi je me sens très bien et très en phase avec les autres meufs qui font des vidéos, puisque ça a créé quelque chose. J'ai trouvé une famille différente en fait. Voilà. Ce qui s'est passé l'année dernière aussi, c'est très positif. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le changement, mais avec la libération de la parole de la femme, je trouve qu'on ose plus, on dit plus les choses, on se regroupe plus, on laisse plus passer les mêmes choses qu'avant. C'est sûr. Surtout depuis ton documentaire, vraiment. Ouais. Et il faut vraiment souligner, si vous n'avez pas vu ce documentaire, ça s'appelle Elles en parlent. Elles prennent la parole. Elles prennent la parole, pardon. Elles en parlent, excuse-moi, c'est le projet YouTube qui s'appelle Elles en parlent. I'm sorry. Mais en tout cas, allez le voir sur YouTube parce qu'il est très intéressant. Il va vous éclairer là-dessus si c'est un sujet qui vous intéresse. Et vous allez vous rendre compte que toutes les meufs ont des avis différents. Mais au fond, on se rejoint toutes. Juste pour réagir à ce que tu disais tout à l'heure sur les injonctions faites aux mecs, je pense qu'elles sont tout aussi problématiques, mais je pense qu'elles sont quand même moins présentes parce que... Est-ce que tu as déjà entendu un mec sur YouTube avant de commencer sa vidéo dire « Ah, je suis désolée, je suis décoiffée, faites pas attention à ma coupe de cheveux. Ah, je suis désolée, je suis pas maquillée, regardez pas mon acné. » Non, parce qu'un mec qui fait du maquillage sur YouTube est traité de PD direct. Ouais, voilà. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que clair. pour n'importe quel... Non, mais eux, ils se prennent aussi, t'es une tapette. Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont mais des je suis injonctions d'accord à la virilité. Pour en revenir aussi. à l'image, Oui, je dis dans la à réflexion l'image primaire, de bien soi. sûr. Genre, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que pour les gens que j'ai rencontrés, en tout cas, j'ai l'impression que les filles qui créent du contenu, genre, c'est beaucoup plus important pour elles qu'elles fassent du make-up ou pas, mais de bien présenter à la caméra, tu vois. Genre de se dire oui, bah là je peux pas filmer parce que je suis un peu palichonne, parce que si, parce que ça, parce qu'on va se focaliser là-dessus et tout. Et même juste dans le contenu qu'on peut vous trouver sur YouTube, quand on voit les gens parler, alors que ça n'a rien à voir. Genre par exemple, je sais pas, une fille qui fait de la beauté habituellement, mais qui là va parler de cuisine.
genre, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qu'elle a son eyeliner bien fait? Elle est pas en train de nous faire un tuto, tu vois. Et pourtant, elle est là, ouais, je suis désolée, hier j'ai pas dormi, j'ai des cernes. Mais c'est parce qu'on diffuse notre image à qui veut bien la regarder aussi. Et il y a un truc, moi quand même, je fais gaffe. Enfin vraiment, je suis pas très accro au make-up et tout. Mais là, par exemple, avant de monter sur scène, par respect pour vous, j'ai mis de l'anti-cerne. C'est con, j'aurais pu venir nature peinture. Mais non, je me suis brossé les cheveux. Alors là, ça se voit pas. Je suis en train de remarquer que ça se voit pas Pourquoi du tu dis tout. par respect Mais- pour les gens? Non, mais en tout cas, enfin, en tout cas, moi, je fais l'effort parce que aussi, ça fait partie du truc de. Je propose un contenu avec une image. J'ai envie de me sentir belle pour être sûre de mon propos. Ouais. C'est con, hein, mais en tout cas, dans ma psychologie, ça fait partie du truc de ah tiens, si je suis un peu pimpée, peut-être que je serais plus sûre de moi. Et du coup, bah, j'avoue que moi, il y a des vidéos où je fais watch out, la face que je me tire. Je suis désolée les frères, c'est pas respectueux et tout. Mais Moi, j'ai un problème avec cette notion Moi, je m'en fous d'être complètement. respectueux ou pas avec son. Voilà, enfin, genre, tu vois, moi, je suis là, je m'épile pas, j'ai mes cheveux complètement décoiffés, je le vois d'ailleurs dans l'écran là. en fait, on se voit depuis tout à l'heure, c'est très perturbant. On se voit ouais, parler. enfin, genre, j'ai peu dormi et tout. Et genre, en fait, pour moi, c'est juste. Après, à nouveau, c'est propre à ma philosophie à moi, mais j'essaye de m'éloigner un maximum possible de cette pression de ah là, par rapport à ce à quoi je ressemble, du coup, peut-être que ce que je vais dire, ça va pas passer de la même manière. Vraiment, c'est un truc qui me. Je ne peux pas, quoi. Je veux me détacher. Mais ça, c'est totalement très de ça. perso, tu vois. C'est juste moi, par exemple, c'est me sentir bien dans mes pompes, physiquement, m'apprécier moi, en fait, va compter dans la manière dont je vais parler, peut-être. Ouais, ouais. Ça Mais donne confiance en soi. C'est un truc de confiance en moi. Et je suis sûre que j'en ai pas assez, et c'est pas grave, en fait. Mais en tout cas, moi, c'est un moyen de me sentir bien, et j'ai pas besoin qu'on me dise que je suis belle. J'ai juste besoin de moi, te sentir top, avoir fait toi. l'effort de me dire ok, ça va, on a évité le pire. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, sur l'oppression que subissent les hommes, bien sûr, on a tous nos complexes, mais je pense que on est quand même plus enclin à commenter le physique des femmes, dans le sens où c'est injuste et il faudrait que ça change très vite, mais par exemple, en politique ou au Festival de Cannes, en fait, c'est pas un sujet, comment les hommes sont habillés. Ils sont là, et on va pas commenter leur physique. Alors que le tailleur de Rachida Dati après sa grossesse, en fait, on va en parler. En politique, c'est pas du tout un sujet. On peut encore se faire siffler quand on est en jupe à l'Assemblée nationale. Ouais. Le Festival de Cannes, c'est un défilé de belles robes où on compare tout le physique des femmes. Les mecs, ils mettent leur costard et ils font leur vie. Parce qu'ils ont tous un c'est pas un smoking noir et sujet. blanc. Et j'ai l'impression, Oui, c'est standard. et j'ai l'impression qu'ils ont un peu le droit d'avoir des imperfections, chose que les femmes l'ont moins. Et Oui, même oui. si ils ont effectivement eux-mêmes leurs propres complexes, mais on va moins leur renvoyer à la gueule, j'ai l'impression. On va moins les s'en servir pour après potentiellement décrédibiliser. Ça va être ce qu'ils d'autres font. choses. Ça sera Voilà. pas forcément le physique, Voilà. mais Ça, ça, ce sera sera leur aussi. orientation sexuelle. Moi, je dis ça Ouais. parce que j'ai beaucoup d'amis homosexuels masculins qui le vivent très mal parce qu'on leur envoie toujours qu'ils sont trop efféminés ou Ah, mais qu'ils ça, sont- ou- d'une certaine ou- manière, c'est sexiste aussi. ou que c'est sexiste et c'est aussi une pression de la virilité que Et subissent les hommes. Moi, la question que j'ai, c'est est-ce qu'ils le disent en tant que comédien? Alors non, Voilà. ils le disent. C'est un truc de ouf. Ils le disent pas parce que tout bêtement, c'est une question avec l'agent et l'agent dit si tu commences à le dire, tu n'auras pas de Tu rôle n'auras pas de rôle viril. viril. Ouais, c'est dramatique. hein. Et il y a des grandes stars américaines qu'on pense tous hétérosexuelles puisqu'ils ont des femmes, des enfants, mais qui au final n'avouent pas leur homosexualité et qui ont des Pour travailler. ouais. copains depuis des années pour travailler en fait. C'est une certaine tristesse dans un sens. On a parlé de toutes les choses du coup qui pouvaient être problématiques lorsqu'on lançait sa chaîne ou qu'on essayait de la continuer, mais vous avez aussi parlé des choses positives, notamment du coup de laisser des commentaires bienveillants, de mettre des pouces bleus, des collaborations aussi qui peuvent booster du coup une chaîne et l'autre puisque c'est un peu un échange de communauté. Est-ce que vous avez d'autres conseils ou est-ce que vous avez noté d'autres choses positives dans le YouTube game pour qui aident les femmes en fait et qui leur permettent de se lancer sur plus de contenu ou qui leur permettent d'être plus à l'aise, ou est-ce que vous avez des tips pour les futures ou youtubeuses d'aujourd'hui pour se sentir mieux? Et si c'est assume-toi et n'hésite pas à porter du maquillage parce que tu aimes ça, ça marche aussi. Moi, je pense que le mot principal, ça va être la bienveillance, que ce soit c'est un peu le mot à la mode en ce moment. Tout le monde dit yes, bienveillance, gratitude, machin, chiantissime à souhait. Mais en vrai, la bienveillance, hyper important. Dans les commentaires qu'on a, dans la communauté qu'on va créer, la bienveillance et le non-jugement, c'est super important. Et tu t'as parlé d'un autre truc, et la bienveillance marchait aussi, sur la manière dont on se comporte, nous, avec les autres meufs sur la plateforme.
Et je pense que si t'arrives en tant que meuf avec une vidéo en disant alors je vais parler de toutes les youtubeuses que je déteste, ou alors de faire un tag tuer telle youtubeuse, marier tel youtubeur, enfin voilà, je pense qu'il y a un moment où ça peut-être on peut se passer des avis des gens là-dessus, sur la dépréciation, l'appréciation des gens. Juste fais ton truc, fais ton délire, et tu trouveras de la bienveillance si tu ouvres bien les yeux. Et tu pourras avoir des collaborations super cool, comme on a pu faire avec Juliette notamment. Je sais que Caro, pas encore, mais peut-être. Mais ça va venir. J'espère bien. Non, c'est l'entraide. Enfin, moi, je vois jamais une fille comme une rivale. Je suis entourée de filles brillantes, belles, drôles. Enfin, je suis très fière de toutes mes copines. Et au contraire, c'est se rendre là. Ouais, c'est se donner des coups de main, aller sur les chaînes les unes des autres, mettre les talents aussi en commun, parce qu'on a toutes quelque chose de différent à proposer, et le faire aussi avec les garçons, puisque évidemment c'est important aussi de mixer. Un truc que j'aurais aimé entendre quand j'étais plus jeune, avant de me lancer, c'est de ne pas percevoir tout ça comme une sorte de compétition. Parce qu'il y a déjà une forme de compétition entre les femmes qui vient en fait à nouveau du schéma social dans lequel on évolue par rapport à la beauté, par rapport aux mecs, par rapport à tout ça. Bien évidemment, on n'est pas tous hétéros, mais bon voilà, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que moi j'aurais bien voulu au début de ma chaîne que quelqu'un me dise, tu sais, en fait il y a de la place pour toi. Genre, t'as pas besoin d'être aussi belle qu'elle, t'as pas besoin d'avoir autant d'audience qu'elle. Genre, c'est pas. En fait, il y a justement, c'est à cause de cette représentation, tu vois, quand tu vois qu'il y a si peu de meufs représentées, tu vas dans l'onglet tendance, t'en vois pas. Ouais, t'en vois pas du tout. Tu vas dans voir les top 10 des youtubeurs, il y en a que 2 de meufs qui sont connues et qui font de l'humour. Je pense à Natou et Andy. Notamment, je sais pas si les chiffres ont changé depuis, mais bon, la dernière fois que j'avais regardé, c'était ça. Il y a Amy aussi, je crois. Amy, ouais. En fait, le truc, c'est que vraiment, il faut qu'on se rende compte qu'en fait, que tout le monde a sa place. Tout le monde peut faire ce qu'il veut et parler de ce qu'il veut. Et il y aura des gens qui seront là pour écouter. En fait, à partir du moment, comme tu le disais, et je trouve que c'est très important d'insister sur l'authenticité, à partir du moment où tu fais un truc qui compte, mais vraiment, pour toi, que ça te tient à cœur, que c'est un message que tu veux passer. Alors je dis pas, ça doit pas être un message style discours de Martin Luther King, mais un message qui nous tienne à cœur et qu'on a envie de transmettre, que ce soit sur du maquillage, que ce soit sur des réflexions personnelles, sur la société, peu importe, mais à partir du moment où c'est important pour nous, on a sa place. Et tout le monde a sa place, et c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre en commençant ma chaîne, parce que je passais mon temps à me comparer aux autres. À chaque fois à me dire ah mais non, s'il y aura tel un événement, on va jamais m'inviter, si machin. Bon, après j'abuse parce que ça a duré peu de temps, mais je sais qu'on est beaucoup à penser ça. Ouais. Et moi, la dernière chose à rajouter dessus, enfin dernière chose ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas que moi j'aimerais rajouter, c'est la course aux abonnés. Oubliez ça, hein. Vraiment, c'est une légende de tiens, je vais lancer ma première vidéo sur YouTube et bam, le buzz. Comment faire le buzz, comment avoir des vues. Moi, j'ai eu de la choune monstrueuse parce que j'ai commencé avec un collectif. Et ce collectif-là, on avançait au fur et à mesure, on a fait des collaborations, on a invité des gens sur nos chaînes, tels que le Latte Show, qui est un collectif dont Juliette fait partie. Et après, j'ai lancé ma chaîne 1 an plus tard. Et j'ai eu de la chance parce que les abonnés qui me connaissaient de ce collectif sont venus s'abonner à ma chaîne. Mais par contre, en fait, je ne cherchais pas vraiment particulièrement à séduire des abonnés en plus. C'est juste, je fais le contenu comme j'avais envie de le faire. Et puis les abonnés sont venus au fur et à mesure. Et il y a plein de choses qui rentrent en compte, la régularité, plein de choses comme ça, la personnalité sûrement, plein de choses. Donc moi, j'ai envie de dire ne pas faire des vidéos sur YouTube pour être connu, parce que maintenant on sait que c'est un canal, c'est devenu un métier, reconnu comme un métier. Mais s'il vous plaît, épargnez-vous le mal de vouloir avoir des abonnés à tout prix dans les premiers mois et de penser que de devenir youtubeur, c'est devenir une star internationale. C'est faux. Et surtout que ça ne veut pas dire que c'est du meilleur contenu. Non, et c'est surtout que je trouve que c'est faux. Enfin, je veux dire, ça. moi, ça m'a ouvert plein de portes. J'ai pu faire de la télévision, je joue dans un film, j'ai pu faire plein de choses vraiment cool. Mais je pense que c'est dû principalement, enfin, j'ose espérer que c'est dû principalement au travail et que YouTube n'a été que, sans le vouloir, une vitrine. Mais parce que j'y ai mis du temps, j'ai consacré du temps, des semaines. Ma sœur est dans la salle et pourra témoigner qu'il y a plein de fêtes de famille que j'ai dû louper parce que je faisais du théâtre, parce que je faisais des vidéos, etc. C'est quand même du sacrifice, quoi. On se livre à des gens qu'on connaît pas, c'est un choix.
mais n'attendez pas à ce qu'il y ait un retour direct. Vaut mieux un une retour direct. petite communauté avec un contenu de qualité qui C'est te ça. ressemble Exactement. que une Que des énorme millions de vues, communauté, voilà, et où tes vidéos sont... Et en plus, il y a cette notion de proximité aussi. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup plu sur ma chaîne, et c'est pas propre au féminin ou quoi, c'est vraiment juste une question à nouveau, de faire quelque chose qui nous intéresse. C'est que quand on voit qu'on parle de quelque chose qui nous tient à cœur et qu'il y a d'autres personnes que ça intéresse et qui réagissent positivement à ça, qui échangent et qui alimentent ta réflexion sur ça et qui arrivent à t'apporter, mais c'est génial parce que ça crée un cercle vertueux. Si on arrive justement à cultiver cette bienveillance dont tu parlais et cette authenticité qui permet d'avoir vraiment cette sûreté de se dire, ok, j'ai une vague de haine qui peut débarquer. Et d'ailleurs, plus on a d'abonnés, forcément, plus on se reçoit une vague de haine. Je suis en train de le vivre moi actuellement. Il n'y a pas longtemps, j'ai passé le palier des 200 000 et j'ai l'impression que depuis, c'est bon. Genre, je suis à la vue de tout le monde et une sorte de charogne là qui est prête à se faire attaquer à tout moment. Mais pour revenir à ce que je disais, vraiment ce truc notamment au début, quand on réussit à tisser ces liens avec des abonnés aussi forts et qu'on voit qu'il y a vraiment une communauté qui est là, qui nous suit, qui nous soutient, qui aime ce qu'on fait, et que si on fait de la merde, elle va nous le dire, et elle va pas nous le dire en nous disant, oh mon Dieu, je me désabonne, c'est de la merde. Ils vont nous dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu déçue par cette vidéo. Ouais, J'aurais voilà. aimé autre Je m'y chose. attendais pas, je te comprends plus, etc. En fait, en réalité, c'est vraiment une forme d'évolution à plusieurs, j'ai l'impression. C'est clair parce que toi comme moi, nous en 3 ans, je sais pas Juliette, depuis combien de temps t'es sur YouTube? Ça fait 4 ans et demi, 5 ans, ouais, Et maintenant. que t'as ta chaîne? Et ma chaîne, 3 ans. 3 ans. Bah, du coup, ça fait 3 ans toutes les 3 qu'on a notre chaîne. Et moi, c'est vrai que j'ai le sentiment... là, récemment, j'ai fait une vidéo où je parle d'un projet que j'ai entamé, qui est mon spectacle, que je vais jouer à partir de mercredi. N'hésitez pas à acheter votre place. Mais c'était pas du tout pour ça que je le disais. Mais c'est plus... j'ai fait un point, en fait, sur tout ce que YouTube m'avait apporté. Et je leur ai dit que c'était quand même, c'est sûr, grâce à eux. Parce que ils m'ont accordé leur confiance. J'ai pu travailler avec des marques de ouf aussi, des partenariats. J'ai pu faire des partenariats avec des marques que j'aime. Donc l'argent que je gagne grâce à YouTube, c'est grâce aussi aux gens qui me suivent, parce que sans eux, j'aurais pas ces partenariats-là. Et bref, j'ai fait ce constat et j'ai des abonnés qui m'ont dit, ta vidéo m'a trop émue parce que je suis là depuis tes débuts. Et c'est vrai que ça fait trop plaisir de voir que tu fais plein de trucs différents. Et franchement, j'ai vraiment l'impression de parler à mes potes, quoi. Ouais. C'est un truc de ouf. Ouais. Comme on peut trouver des gens qui nous ressemblent et à la fois aussi intéresser des gens qui nous ressemblent pas du tout à ce qu'on fait. Et j'aime trop, moi, lire leurs commentaires. Je sais que je like approximativement tous les commentaires qu'il y a sous mes vidéos parce que j'aime avoir ce retour. C'est assez frustrant de raconter notre vie et derrière de ne pas avoir de retour. Alors moi, du coup, je les pousse vraiment à commenter pour justement développer un lien de potes, quoi. Vraiment, moi, c'est tous mes potes. Il n'y a pas de différence. Même ceux qui me traitent de grosse. Je voulais rebondir sur la valeur travail. Il y avait un animateur télé qui avait traité un certain youtubeur de glandeur ou je sais pas trop quoi. Voilà. Moi qui fais les deux en ce moment, je suis sur YouTube et à la télé. Et tu glandes. Je peux vous dire qu'on bosse vachement plus sur YouTube parce qu'on est à tous les postes, quoi. On écrit nos vidéos, on est au son, à la lumière. On est producteur. On est producteur. On pense aux guests, on les invite, on les convoque. On fait absolument tout de A à Z jusqu'au montage, mixage, son, étalonnage. Ça prend une vidéo, mais je peux même pas quantifier. T'as déjà quantifié le nombre d'heures que tu passes sur une vidéo? Enfin, moi, j'ai réussi à le quantifier dans le sens où maintenant je fais une vidéo toutes les semaines. Alors je sais pas, Caro, quel est toi ton... Moi, c'est ça aussi, c'est ouais. du gros freestyle chez moi. Toi, c'est freestyle, ouais. Moi, au début, c'était freestyle. Après, je me suis dit, allez, peut-être s'organiser un peu, on va tenter et tout. Et là, je me rends compte que, par exemple, j'ai pas de vidéo pour ce mercredi. J'ai pas amené ma caméra à Genève et je reste 3 jours. Yes, ça va être un très très beau moment. Mais en tout cas, ouais, c'est, je sais plus quelle était la question. Mais le nombre d'heures que tu passes en sur gros, une vidéo. Pour avoir l'idée de la vidéo, bah déjà, c'est quelque chose qui se passe tout le temps dans ta tête. Tu y réfléchis tout le temps. Matérialiser l'idée, je pense que je mets entre 2 et 3 jours. En comptant montage, en rassemblant toutes les heures, ça peut me prendre facilement au moins 2 jours. Et moi, donc il y a l'aspect fiction, le scénario. Ça, j'en ai au moins pour 3 jours. C'est que toi, ouais, c'est des vidéos plus sketchées, plus scénarisées. Moi, c'est vraiment du court-métrage. Salut, on va parler et ça a duré le temps que ça a duré. Oui, mais tu l'as quand même scénarisé dans ta tête. Et dans ma tête, et bien il faut sûr. que tu aies un angle, une mais idée. je pense que, voilà, franchement, ça me prend. Ça doit me prendre entre 24 et 48 heures, ouais, je pense, en tout, pour une vidéo. Ouais. Mais sans parler aussi de tout ce qu'il y a après.
Ouais. Une fois la mise Voilà, en La ligne. modération, ouais, exactement. mise en ligne, modération de ça, commentaires, c'est Twitter, toujours- Et Insta. alors qu'à la télé, bah, c'est formidable, on vient te chercher, on prend un pick-up, tu tournes ta scène, tu rentres chez toi. Et donc du coup, ce passage-là entre ce fameux animateur et je m'étais dit, mais c'est pas possible de dire ça à un youtubeur, c'est Il n'y a vraiment... pas un des- média mieux qu'un Surtout que autre. tu fais quoi. de toi. Mais disons qu'on peut pas les traiter de feignants, parce que pour moi, c'est le lieu où tu travailles le plus, c'est sur YouTube. Parce que non seulement du coup tu es auteur parce que tu scénarises ton truc, mais tu es aussi cadreur, caméraman, Tu fais tout. caméraman comme tu préfères. Ensuite tu es monteur, ensuite tu es tu community gères, tout toute manager, seule, quoi. tu es digital machin truc. Enfin bref, tu fais tout quoi. C'est Genre, et non-stop. en fait, tu passes. Moi personnellement, et heureusement, et à nouveau pour en revenir à ce truc, enfin pour le faire, il faut vraiment qu'on parle d'un truc qui nous tient à cœur parce que ça représente tellement de boulot qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait quoi. Parce que Ouais. sinon Ça peut que être sincère, Ouais, sinon il vaut ouais. mieux faire autre Ouais, chose. c'est sûr. C'est clair. Et dans les avancées positives sur YouTube, il y a aussi maintenant des associations cool. Je vais laisser Amélie Yes. présenter les internets. C'est vrai que j'ai pas trop parlé des internets. Du coup, les internets, ça s'écrit 2TES, donc Internet féminin pluriel. On s'est créé il y a à peu près 2 ans et demi. Le but, du coup, c'est de promouvoir les femmes vidéastes, donc sur YouTube, mais aussi ailleurs. Vous avez le droit d'être sur Dailymotion et vous avez le droit d'être sur Vimeo. On prend tout le monde. En fait, le constat à la base, c'était de se dire qu'on était abonné à beaucoup plus de mecs que de nanas, alors qu'il n'y avait pas de raison. Donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et il y avait aussi beaucoup de festivals à l'époque où la majorité des invités étaient des hommes, ce qui n'est pas le cas du royaume du web, donc on est très content d'être là. Et du coup, depuis, on a lancé plein de choses. Donc, je vous invite à aller regarder notre site internet. On fait des masterclass. On est sur Paris principalement. On a un répertoire de femmes vidéastes qui, à date, compte plus de 1200 entrées. Donc, des femmes francophones uniquement, toutes catégories confondues, dont ces 3 chaînes, évidemment. Et voilà. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin Faut voir le documentaire. Faut voir le Elle prend documentaire. la parole. Moi, il m'a fait vraiment du bien. Ce documentaire, je l'ai vu, ça m'a fait vraiment du baume au cœur. En plus, il y a plein de gens que je suis qui étaient dessus et j'étais là, oh oui, c'est trop bien. Mais Et- vraiment. Et n'ayez pas peur de vous abonner à des chaînes de créatrices. Voilà. Et je pense qu'on s'adresse beaucoup à des pros qui ont des entreprises et qui peuvent proposer des partenariats divers et variés. Ne pensez pas qu'aux garçons, puisqu'il y a des filles qui font par exemple du gaming, il y a des mecs qui font du maquillage. Pensez à toutes les alternatives possibles et pas uniquement à des alternatives masculines sans vouloir être sexiste ou quoi, mais en tout cas, voilà. Vraiment égayez votre curiosité là-dessus parce que nous, ça nous stimule vachement d'avoir des marques qui peuvent nous soutenir, surtout quand c'est des marques chouettes avec des projets chouettes. Je veux pas gagner plus d'argent, hein, je m'en fous, c'est pas du tout le sujet. C'est vraiment plus... J'aimerais vraiment que tous les youtubeurs, que ce soit des micro-youtubeurs ou des youtubeurs avec beaucoup de communauté, puissent avoir l'opportunité d'être sponsorisés par certaines marques pour faire des projets super chouettes et produire du contenu encore plus de qualité. Donc merci en tout cas de nous avoir écoutés, quoi. C'est vraiment cool d'avoir été là parce que on se dit qu'il y a des gens qui veulent être concernés par ça. Et à tous les pros, si vous voulez du coup collaborer avec une femme vidéaste, mais que vous ne savez pas si dans le sujet dont vous pouvez parler, il y a des femmes qui abordent cette thématique-là, eh bien sur le site des internets, il y a un outil qui s'appelle l'Internet Explorer. Et Parce qu'on est très drôle. Parce qu'on aime l'humour. Et du coup, qui recense par catégorie plein de femmes vidéastes. Donc ça peut être... Il y a quoi comme entrée? Il y en a 1000. Quand j'ai regardé hier, il y en avait 1270. Oui, mais comme Quelque chose thématique, il y a gaming... On en a 20, je crois, 21. Ouais. Mais du coup, il y a gaming, ASMR, culture, beauté, lifestyle, on a mis... Il y a tout. Il y a Voilà. tout, je pense. Donc il vous suffit d'aller là-dessus, par exemple vous cliquez j'en sais rien sur gaming et hop, vous avez la liste des femmes vidéastes qui font du gaming et ça peut être plein d'autres thématiques aussi. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Yes. Merci beaucoup. Merci. Merci à d'avoir vous été. tous. Merci.